Mesdames et messieurs, bonsoir. Les observateurs de l'économie mondiale l'ont déjà dit. Ce qui est valable pour l'ensemble des États africains l'est naturellement pour notre pays. La Côte d'Ivoire, pour amorcer son développement, doit passer par l'entreprise privée. Cela aussi, l'ont déjà dit et tout le monde l'imagine. Mais comment explique-t-on que l'entrepreneuriat ait du mal à décoller franchement? Où sont-ils les entrepreneurs nationaux? Ce soir, nos invités nous aideront à trouver des réponses à ces soucis pour savoir si les hommes d'affaires ivoiriens peuvent passer l'épreuve de la création. Je vous les présente tout de suite, ces invités. Vincent Niapa. Monsieur Vincent Niapa a écrit plusieurs livres, dont Le passeport de l'entrepreneur. Juste à côté de lui, Moussa Diomandé, qui lui aussi a écrit, mais aujourd'hui c'est le spécialiste en management de la performance que nous recevons. Ensuite, M. Lucien Agbia, bien connu pour avoir mis sur le marché des magazines, et aujourd'hui c'est le consultant en entrepreneuriat qui est sur notre plateau. Serge Kwamelan, vous êtes le directeur exécutif de l'association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Messieurs, bonsoir. Je vous communique tout de suite le contenu de notre sujet. Nous traiterons premièrement de la bureaucratie et de l'initiative privée. Nous parlerons aussi de l'administration en permanence récriminée. Nous allons réfléchir ensemble sur la culture africaine, un obstacle à l'entrepreneuriat, c'est ce que l'on entend souvent dire. Et enfin, nous dirons un mot sur les principes de management très souvent bafoués. Bien entendu, à chaque étape, nous penserons aux solutions idoines à proposer. Mais avant cela, je voudrais vous inviter à suivre cet élément qui va passer. Être fonctionnaire de l'État, c'est souvent le vœu des Ivoiriens. On s'en aperçoit à travers les longues files d'attente devant les structures de l'État en charge d'organiser ces concours qui nous offrent du travail. D'autres, par contre, préfèrent travailler dans le secteur privé. Bureaucratie et secteur privé, voici ce qui les justifie le plus souvent dans ce reportage de Francis Boifo. Que serai-je demain? Cette question, élèves et étudiants se la posent tous les jours. Entre amis aux heures libres, avec des enseignants aux heures de cours, avec des parents à la maison, les apprenants échangent sur la profession qu'ils ont l'intention d'exercer une fois leur formation terminée. Deux possibilités s'offrent à eux: travailler dans l'administration publique ou le privé. J'aimerais travailler dans une institution privée parce que là-bas, j'espère qu'on m'apportera plus de chance. J'espère aussi que là-bas, je développerai plus de capacités. Dans l'administration publique, c'est possible, mais les conditions de travail pour moi, pour ma part, ne sont pas assez adaptées aux compétences que j'aurai. La fonction publique serait mieux pour moi. Au public, après la retraite, il y a chaque mois un petit quelque chose qui tombe. Par contre, au privé, après la retraite, si tu n'as pas eu à préparer ça depuis le début, sincèrement, ça ne va vraiment pas t'aider. Ces étudiants souhaitent travailler, mais pas à leur propre compte. Comme eux, ils sont nombreux les Ivoiriens qui manquent d'initiative en termes d'investissement. Notre système éducatif dans son ensemble est axé sur la bureaucratie, sur l'employabilité. Autrement dit, dans ce système, on ne nous apprend pas comment on crée une entreprise, mais plutôt comment on gère une entreprise. L'autre problème, c'est le goût du risque. Les Ivoiriens, peut-être, n'aiment pas prendre le risque. Il y a aussi la confiance en soi. On a peur de l'échec. Or, pourtant, l'échec fait partie de la réussite, en quelque sorte, du processus entrepreneurial. Parce que si vous avez peur de l'échec, ce n'est pas la peine d'entreprendre. Et l'autre élément aussi, c'est l'environnement des affaires. Bon, je vais prendre un seul élément au niveau de la fiscalité. La méconnaissance de notre fiscalité fait que les gens ont une peur bleue. Le jeune Ivoirien n'a pas été suffisamment initié à l'esprit d'entreprise. Donc il manque de créativité en matière d'affaires. L'administration ivoirienne a le mérite, à la différence des autres de l'administration privée, d'être stable, d'être équilibré. Et donc le jeune Ivoirien qui va dans cette administration voit un salaire garanti qui constitue une forme d'équilibre social pour lui. Et donc aller vers l'entreprise privée, c'est se jeter comme à l'aventure. Avec le nombre restreint d'opportunités qu'offre la bureaucratie de plus en plus en Côte d'Ivoire, les autorités encouragent l'initiative privée parce qu'elle est créatrice de richesses et d'emplois.
Alors, Monsieur Vincent Niapa, je voudrais commencer par vous. Vous avez suivi comme nous. J'ai envie de reposer la question, même si nous avons quelques éléments de réponse. Pourquoi les Ivoiriens préfèrent-ils être salariés que d'entreprendre? Merci, Monsieur Nassine Fofana. Le problème tel qu'il est posé par les téléspectateurs, si on veut l'analyser, il faut remonter un peu dans l'histoire. Parce que dans nos pays qui sont très jeunes, généralement, c'est l'État qui emploie la quasi-totalité des travailleurs. Et donc, tous ceux qui ont été formés, qui ont décroché leur diplôme, dans leur tête, ils se disent qu'après leur diplôme, ils doivent insérer les services de l'État. Et donc, de fait de cette idée qui a traversé beaucoup de générations, les gens n'ont pas été préparés à se prendre en charge directement. Mais aujourd'hui, depuis même les années 80, avec les crises qu'on a commencé à traverser, les gens ont commencé à se rendre compte que l'État ne peut pas, lui seul, recruter l'ensemble de ceux qui ont des diplômes. Et donc, depuis ces périodes-là, les gens commencent à prendre un peu conscience qu'il faut qu'ils se prennent en charge et donc créer leur propre entreprise. Naturellement, cela exige une préparation. Et c'est le problème qu'ils ont soulevé. Qui prépare? Normalement, dans le système éducatif, on devrait pouvoir mettre en place des enseignements pour préparer un peu les uns et les autres sur le goût du risque, sur la méthodologie même de création d'une entreprise. Parce que l'entrepreneuriat, c'est le processus par lequel on crée et on gère une entreprise. Mais dès l'instant où les gens ne sont pas préparés à cela, c'est difficile qu'ils se jettent à l'eau. Parce qu'ils se disent que quand on se jette à l'eau, il y a des risques. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Niapa, vous constatez que les Ivoiriens commencent à se préparer à cela ou bien vous pensez que les choses ne bougent pas? Je pense que les choses bougent. Les choses bougent, mais pas de façon organisée. Puisque quand les gens ne sont pas préparés à s'engager dans une voie, ils le font de façon un peu spontanée. Or, dans ce domaine-là, quand on n'est pas préparé de façon méthodique, les chances de réussite sont minces. Alors, préparer de façon méthodique, c'est quoi? Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, l'entrepreneuriat, c'est une méthodologie. Déjà même au niveau du choix de l'idée, au niveau de sa personnalité, au niveau des études, au niveau des formalités administratives, il est important que chacun sache à quoi s'en tenir. Et donc, quand on s'engage, on sait à tout moment où est-ce qu'on peut se retrouver avec des risques. Mais quand on est préparé à l'avance, à tout moment, on peut soit s'adresser soit à un consultant, soit à un cabinet pour nous encadrer et donc réduire les risques d'échec. Très bien. On va écouter M. Moussa Diomandé sur la question avant de développer davantage. Les Ivoiriens ne sont pas entrepreneurs? Je dirais que les Ivoiriens, effectivement, manquent de culture business fondamentalement, mais l'Africain, de façon générale, sait faire des affaires. Lorsque nous remontons dans l'histoire, vous avez le royaume du Cameroun, vous avez le royaume du Mali, le royaume du Ghana, et ils ont été très commerçants, ces royaumes. Donc, le vrai problème n'est pas que les Ivoiriens ne savent pas faire du business. Le petit point que vous venez de développer, je ne vais pas vous laisser passer et vous parler de l'histoire. Si dans l'histoire déjà ils étaient entrepreneurs, pourquoi aujourd'hui en 2013 on continue de déplorer qu'il y a un déficit? Alors, je pense que tout dépend de l'orientation qu'un État se donne. Quand vous regardez les pays qui ont réussi, qui ont eu des grandes entreprises, c'est des choix dès le départ. Nous avons choisi au départ de nous orienter dans l'agriculture, dans le café, dans le cacao. C'est un choix. Mais aujourd'hui, et que nous avons hérité, je dois dire, de la colonisation. Mais aujourd'hui, il faut passer à une autre étape. Je pense que les Ivoiriens peuvent réussir simplement en changeant leur façon de voir les choses. Mais même dans l'agriculture, on peut entreprendre? Oui, on peut entreprendre, on peut entreprendre partout. Que là non plus, on n'entreprend pas. Pas qu'on n'entreprenne pas. Vous savez, par le passé, quand vous regardez la Côte d'Ivoire, il y a eu des grands projets au niveau de l'agriculture. Je sais que dans la zone de Boisflé, il y a eu une grande zone pour le développement de l'agriculture. Le président Fouad-Boigny à l'époque a mis des structures pour cela. Il y a eu des structures pour accompagner. Mais le vrai problème, ce que je dois dire, c'est qu'il faut une volonté globale.
il faut une vision filière par filière qu'on peut développer. Et à partir de cela, on va prendre des engagements, voilà, filière agricole, on va décider de développer cette filière. Une volonté globale. Une volonté d'ensemble. Que vous nous ramenez à l'autorité publique. Ben oui, c'est clair que... Alors justement, c'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, on est toujours accroché à l'autorité. Non, on n'est pas... Vous savez, M. Fofana, l'autorité a son rôle dans tout business. Quand vous regardez l'Amérique, aujourd'hui, l'autorité régule, l'autorité impulse, discute avec les hommes d'affaires pour demander qu'est-ce qu'on fait, quels produits on fabrique, comment nous allons influencer l'économie mondiale. Et donc, les choix ne se font pas à un homme d'affaires. C'est vrai qu'il a la volonté de proposer un service, une offre, mais cela ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Aller plus loin, il y a la réglementation, il y a les normes, il y a la formation qui va avec. Vous voyez, quand vous prenez, je ne veux pas citer de marque, mais la téléphonie cellulaire, vous avez les téléphones que nous utilisons aujourd'hui, mais c'est des orientations qui ont été données. Nous voulons changer le monde, nous voulons proposer de nouveaux produits, et à partir de cela, les hommes d'affaires, les créateurs, les écoles, les universités se mettent ensemble pour proposer quelque chose. L'administration joue un rôle. L'administration doit aider les entreprises à travers la veille stratégique, à travers la veille économique. C'est des éléments importants. Avoir des statistiques sur certains secteurs, avoir des statistiques sur la concurrence, sur la zone UEMOA. Voilà, à partir de ce monde, pour prendre des décisions. Pour moi, les Ivoiriens peuvent faire des affaires. Ils s'en sont capables. Il faut arrêter de dire que les Ivoiriens ne sont pas capables de faire des affaires. Nous constatons juste, donc on est obligé de le dire jusqu'à ce que vous... Non, ils savent le faire. Nous n'avons pas encore la méthodologie, nous n'avons pas la bonne approche. Et comme je l'ai dit, il faut des grands projets. Puisqu'on n'a pas la méthodologie, la bonne approche, donc on ne fait pas pour le moment. Certains réussissent quand même dans les affaires en Côte d'Ivoire. Oui, certains réussissent. Oui, c'est très faible, mais il faut commencer. Je dis, l'histoire de l'Amérique a commencé avec un noyau. Non, je vous assure qu'on ne leur reproche pas de commencer. Et on dit plutôt que ce n'est pas vrai. Tout à l'heure, on va continuer à développer. Monsieur Lucien Aguiya, votre avis sur la question? Moi, je pense qu'il faut prendre en compte l'histoire de notre pays. La Côte d'Ivoire a commencé avec une administration forte parce que, contrairement à beaucoup de pays de la sous-région, nous avons commencé, on peut le dire, sur le chapeau de roue. D'ailleurs, on a appelé nos premières années des années de miracle. Nous avons démarré avec une économie libérale. Les grandes entreprises internationales se sont installées en Côte d'Ivoire. Voyez-vous, les multinationales se sont installées. Donc, il y avait des emplois. Il n'y avait pas de pression sur les diplômés. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand vous avez des multinationales qui s'installent et que le pays connaît un certain niveau de développement, en face, il faut une administration forte, compétente, mais équipée et qui régule. Et donc là aussi, on n'avait pas de problème parce qu'il y avait des emplois. Beaucoup de nos aînés, on venait les chercher à l'université pour aller dans les entreprises. Donc il n'y avait aucune pression. Moi, je pense que si on tient compte de cette évolution-là, on peut comprendre que jusqu'à une certaine époque, l'Ivoirien n'est pas la pression de la création d'entreprises. Ce qui peut ne pas être le cas de beaucoup de pays de la sous-région qui, très tôt, ont connu une désorganisation politique qui a mis à mal l'administration, qui a freiné l'arrivée d'entreprises étrangères et donc qui a fait qu'il y avait un manque d'emplois modernes. Et quelque part, les gens étaient obligés de se débrouiller. Parce que l'entrepreneuriat, d'une certaine façon, relève de la débrouillardise. On en parlera plus tard. Voyez-vous? Et comme nous avions cette assise économique jusqu'aux années 80, il n'y avait pas de pression sur les diplômés pour créer une entreprise. C'est quand les années de crise ont commencé à venir et que les programmes d'ajustement structurel ont commencé à être mis en œuvre et qu'on a demandé de réduire la fonction publique, que les grands groupes, sous la pression de la technologie, parce que ça aussi, il ne faut pas l'oublier, plus la technologie évolue, plus les gains de productivité sont énormes et moins on embauche. Parce que ce que pouvaient faire 10 personnes avant, aujourd'hui avec une machine ou un ordinateur, 1 ou 2 personnes peuvent le faire. Et donc, on a commencé à sentir la pression. Les diplômés n'avaient plus automatiquement du travail. Aujourd'hui, on sent. Donc, aujourd'hui, on sent un mouvement. On ne peut pas dire qu'on ne sent pas de mouvement aujourd'hui. On sent. Aussi bien de la part de l'État, qui encourage les jeunes, aussi bien de la part des organisations professionnelles. Pas plus tard qu'il y a 1 ou 2 semaines, même le patronat a lancé un thème global d'entrepreneuriat. Oser entreprendre. Pour dire aux Ivoiriens, attention, nous sommes aujourd'hui à 7 millions de chômeurs, il n'y aura jamais en face
des emplois modernes et déjà existants pour vous tous. Certains vont devoir créer leur emploi. Donc, le mouvement est en train de naître sous la pression. Mais il faut reconnaître qu'à l'époque, il n'y avait pas de pression et on ne peut pas leur reprocher pourquoi ils n'étaient pas entrepreneurs. Très bien. Ils avaient des emplois. Serge Kwamela, votre avis sur ce point? Je partage d'abord le point de vue de tous les intervenants. Vous êtes d'accord avec eux que oui, les Ivoiriens n'entreprennent pas? Non, je dirais que la question pourrait être comment faire pour attirer ou faire sortir les entrepreneurs du secteur informel. Parce qu'en fait, au-delà de tout ce qui est dit, les Ivoiriens entreprennent. Mais il y en a beaucoup plus qui sont dans le secteur informel, donc qui ne sont pas vus. Je pense que ce qu'il y a lieu de faire, c'est trouver le mécanisme ou les mécanismes à mettre en place pour sortir ces entrepreneurs-là de ce secteur informel, les formaliser. Et ceux qui sont en face verront que, mais il y a une source de motivation à aller dans ce créneau-là. Je pense que c'est ce qu'il y a lieu de faire. Parce que l'État joue sa partition en créant les écoles, il y a les centres techniques, les centres professionnels, mais le tout est de pouvoir encadrer. Et c'est à ce niveau-là que nous devons mettre l'accent. À votre avis, pourquoi est-ce que les Ivoiriens persistent, les quelques entrepreneurs que nous avons persistent à rester dans l'informel? C'est la peur, parce qu'on se dit, lorsqu'on est dans le secteur informel, on se dit automatiquement, il n'y a pas d'impôt. Le gros problème. Ensuite, il y a le niveau d'alphabétisation. C'est culturel. On peut faire les affaires comme on veut, sans, sous le regard de l'administration, sous le regard des autres. Et on se dit, ça permet de se faire beaucoup plus de bénéfices. Puisque c'est avec vous qu'on parle, nous allons suivre un autre élément, c'est connu. Les banques jouent un rôle plus qu'important dans le processus de création d'une entreprise. Je fais allusion aux petites et moyennes entreprises, aux petites et moyennes industries, et je fais allusion aussi aux prêts. Et bien entendu, bien souvent, vous les banquiers, vous éprouvez quelques difficultés à financer ces PME. À qui la faute? À vous les financiers ou bien aux entrepreneurs? On va suivre cet élément pour le savoir. Mais les banques n'accompagnent pas les entrepreneurs parce que les banques disent que les entrepreneurs ne présentent pas une comptabilité fiable. Donc, problème de confiance, problème de gestion. Le chef d'entreprise qui confond sa poche et la caisse d'entreprise. Donc, il y a problème. Et l'autre aspect aussi, c'est la culture de l'épargne. Nous n'avons pas cette culture de l'épargne. La preuve, le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire oscille entre 10 et 11%. Et même encore, ceux qui ont cette culture de l'épargne, lorsque ils déposent leur épargne, l'épargne est exigible et immédiate. Exemple, vous déposez 10 millions, un épargnant X dépose 10 millions, le lendemain il se pointe, il veut récupérer les 10 millions. Or, la banque a besoin un peu de temps. Imaginons un seul instant que tous les épargnants ont ce même comportement. Les banques n'auront plus de liquidité pour financer ceux qui en ont besoin. Donc, je pense que ça aussi, c'est l'un des problèmes. L'autre problème aussi, c'est que les banques disent que les entrepreneurs ne sont pas créatifs, imaginatifs, ne valorisent pas assez la richesse. Je donne un exemple. Un entrepreneur qui contracte un emprunt auprès d'une banque à un taux d'intérêt de 15% remboursable en une année, 100 millions en une année, 15%. Un autre entrepreneur B qui va contracter un emprunt auprès de la même banque, 50 millions à un taux d'intérêt de 15% remboursable sur 20 ans, entre les deux entrepreneurs, qui est le plus valorisant? C'est l'entrepreneur A parce qu'il va avoir 100 millions remboursables en une année. Donc je pense que ça aussi, les banques disent que les entrepreneurs ne sont pas imaginatifs, créatifs, donc ils copient, donc c'est les mêmes projets. Or, ils veulent des projets innovateurs. Okay, je pense qu'en Côte d'Ivoire, les PME ont des problèmes. C'est vrai, l'État fait beaucoup en ce moment avec l'amélioration de l'environnement de l'affaires,
la mise en place du guichet unique, donc on peut créer des entreprises en moins de 48 heures, la mise en place du tribunal de commerce pour protéger les intérêts des entrepreneurs ou des investisseurs qui arrivent dans le pays. Cependant, il n'existe pas encore de loi pour protéger efficacement les PME-PMI. Autre aspect, les PME-PMI n'ont pas accès au marché public. Contrairement à la France, où 20 à 30% des marchés publics sont réservés aux PME-PMI. L'autre aspect aussi, c'est que lorsque les PME exécutent les marchés, pour les payer, ça met un peu de temps, plus de 90 jours. Or, ces PME sont fragiles. Elles ne peuvent pas supporter plus de 90 jours. Mais on se réjouit qu'aujourd'hui, avec le nouveau gouvernement, les gens sont en train de prendre des mesures pour payer les PME-PMI en moins de 90 jours. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Et je pense que l'environnement des affaires s'améliore de plus en peu en Côte d'Ivoire. Donc, c'est Moussa Diomandé. Là, directement, cet intervenant accuse les banques qui ne les accompagnent pas. Je dois dire que la problématique avec les banques, elle est assez complexe. Les banques sont pas obligées de faire du business, fondamentalement. Donc, à partir de ce moment, elles fonctionnent en tant que des capitalistes. Il faut faire de l'argent. Donc, elles regardent où elles peuvent avoir de l'argent. Alors, pour moi, si nous voulons que nos PME, parce qu'il faut voir le débat. Hein. Vous savez, on entend de discuter... Sur les banques, véritablement sur les banques, qu'est-ce que vous en pensez? Les banques doivent faire du business. Est-ce que cela exclut que les banques aident les PME à s'installer, à avoir plus de force et à avancer? Vous ne pouvez pas les obliger. Vous ne pouvez pas obliger les banques à donner de l'argent si elles ne veulent pas donner de l'argent. Moi, je dis que... Elles sont faites pour ça. Elles sont faites pour ça. Et c'est pour ça que nous proposons qu'il faut avoir des discussions avec les banques. Il faut que les banques, dans leur bilan social, il ne s'agit pas de faire simplement un bilan économique, dire qu'on gagne beaucoup d'argent. Aujourd'hui, nos banques sont super liquides. Mais une banque qui est super liquide, qui n'investit pas dans les projets, je pense qu'il y a un problème. L'objectif, c'est d'aider les entreprises, les PME, les accompagner dans leur façon, dans leur développement, partout à l'international. Mais cela n'exclut pas que nous ayons d'autres sources de financement. Il n'y a pas que les banques. Oui, mais parlons pour le moment des banques. Lorsque vous discutez avec les banques, M. Diomandé, que diriez-vous aux banques par rapport aux PME? Moi, je pense que les banques doivent faire évoluer leur façon, leur conception de la banque même, en réalité. Moi, je suis financier, donc les banquiers ont une conception, je veux dire, de... théorie des parties prenantes, c'est-à-dire qu'on est là pour satisfaire nos actionnaires. Donc on reste strictement, on ne voit pas le projet. C'est pour ça que nous disons toujours que dans l'analyse, il faut voir le projet, le modèle économique qu'il vend. Si le modèle économique est novateur, la banque doit prendre un minimum de risques. Tous les calculs que les banquiers font, on va faire la vanne, on va faire le tir, on va faire la capitalisation, on va faire l'actualisation, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut faire comme calcul, actualisation des cash flows, retour sur investissement, tout ça ne peut marcher que si vous avez une activité qui vous donne de l'argent. Voilà. Sinon, on peut faire tous les calculs, tous les montages, mais donc il faut que les banques acceptent de soutenir les entreprises, soutenir les projets et des grands projets. À partir de cela, forcément, elles auront le retour sur investissement. Monsieur Lucien Agbia. Oui. Je crois que sur la question, on peut dire beaucoup de choses. Mais la première remarque que moi je voudrais faire, c'est que, et ça M. Kwamelan pourra l'infirmer ou pas, il y a une organisation, une structuration de notre système bancaire qui fait un peu défaut par rapport à la création d'entreprises. C'est pour ça que financer une nouvelle entreprise, ce n'est pas financer une entreprise qui existe. Ce n'est pas la même chose que financer un marché qu'on a obtenu. L'origine des fonds et la manière de prêter, les taux, tout ça, ça diffère. Et il se trouve que nous, dans notre système bancaire, il manque les banques de début de processus. Dans des pays développés, et si vous regardez le marché français, on vient de mettre en place la BPI, la Banque publique d'investissement. C'est quoi? C'est pour donner des fonds aux entreprises, pour les soutenir, afin que des banques commerciales, qui elles sont amenées à faire les calculs dont parlait M. Diomandé tout à l'heure, puissent prêter. Parce que la banque, pour prêter aux jeunes entrepreneurs, a besoin de savoir que l'entrepreneur est stable financièrement et qu'il a un minimum. Donc, ce qui se fait dans certains pays avancés, c'est que l'État a une banque qui prête de l'argent aux jeunes entrepreneurs et c'est avec cet argent que cet entrepreneur va à la banque pour dire, bon,
voici mon fonds initial, voici ce dont j'ai besoin pour démarrer. Ce noyau-là, il manque. Donc ça, c'est un premier problème par rapport à l'organisation de notre système bancaire. Le deuxième problème c'est que nous avons des banques commerciales. Et une banque commerciale est un commerçant, voyez-vous. Et ça, c'est le deuxième. Troisièmement, nous ne sommes pas épargnants. L'intervenant de la télé l'a dit tout à l'heure. Tant que nous n'aurons pas une épargne suffisante, alors on ne pourra jamais prêter à ceux qui démarrent de nouvelles entreprises. Le dernier élément qui va à notre décharge, ou disons à la décharge des banques plutôt, parce que je ne suis pas banquier, c'est que parfois il y a des problèmes de gestion. Et ça, c'est important. Moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs, et ça, je peux le dire. Si vous faites une demande de crédit, la banque va vous demander les 3 derniers bilans. La banque va vous demander votre budget de trésorerie. La banque va vous demander parfois, quand le crédit est important, le curriculum vitae des principaux managers, c'est-à-dire le directeur commercial, le directeur financier, le directeur technique. C'est important, elle a besoin de lisibilité. Si vous ne pouvez pas produire un bilan, parce que vous êtes dans l'informel par exemple, si vous ne pouvez pas produire un budget de trésorerie sur les 12 ou 24 prochains mois, et comment la banque va connaître votre cycle de production, votre cycle de besoins financiers et adapter son financement? Ah oui, à cette question, est-ce que la banque ne constate pas que nous sommes dans un pays qui est tiré vraiment par l'informel aussi? La banque ne peut pas s'adapter? La banque devrait pouvoir s'adapter. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un problème de structuration de notre système bancaire. Voyez-vous, la banque devrait pouvoir s'adapter et je pense qu'ils sont en train de s'adapter. Mais ce qu'il faut, c'est d'avoir des banques de différentes natures. Une banque qui est commerciale et qui est là pour financer le commerce, vous ne pouvez pas lui dire de financer la création d'entreprise ou de financer l'artisanat ou de financer l'industrie. Ce n'est pas la même chose. Une banque qui est dédiée à l'agriculture et qui connaît le processus, qui connaît le cycle de production, parce qu'elle a en son sein des ingénieurs agronomes, au lieu d'avoir des financiers, elle est apte à financer l'agriculture. Ne lui demandez pas de financer l'industrie qui est d'une autre nature. Et donc, notre organisation bancaire manque de certains créneaux. Et ça, il faut que l'État puisse pallier à ça. Monsieur Niampa, votre avis sur la question? Bien. Il y a des arguments contre la banque, des arguments pour. Vous vous situez à quel niveau? Bon, moi, mon analyse, je vais la stratifier en 3 parties. Il y a le promoteur, la banque, et puis l'État, si vous voulez. Alors, prenons dans un premier temps le promoteur. Quelles sont les caractéristiques essentielles des promoteurs dans nos pays? Est-ce qu'ils sont bien formés? Est-ce qu'ils ont la culture de l'entrepreneuriat? Est-ce qu'ils ont une adresse? Est-ce qu'ils sont sérieux? Est-ce qu'ils ont mis en place des systèmes de gestion de leur entreprise, des systèmes de gestion fiables de leur entreprise? Et très souvent, ces éléments-là font défaut. Et c'est pour ça que la banque, en dehors de l'aspect structuration du système bancaire, c'est pour ça que la banque hésite à donner de l'argent à des gens qui, c'est vrai qu'ils ont eu une idée, mais ça ne suffit pas. Avoir une bonne idée d'entreprise, c'est quelque chose à encourager. Mais ça ne suffit pas pour faire de quelqu'un un bon entrepreneur. Le bon entrepreneur, il a une bonne idée, il a un idéal, mais il met en place des outils de gestion parce qu'il veut sauvegarder, il veut sécuriser l'idée qu'il a eue. Mais sécuriser l'idée, c'est bien gérer l'affaire. Et donc la banque va regarder cela. Qui est à la tête de l'entreprise? Imaginez-vous. Oui, mais jusqu'à présent, c'est ce que la banque fait. Justement, Oui. C'est le constat que nous avons fait. Nous sommes en train de demander pourquoi la banque ne va pas au-delà pour que des projets puissent être La banque financés. nous observe. Est-ce que nous-mêmes nous changeons? Depuis plusieurs années, il y a des gens à qui on a donné de l'argent et puis on ne les a plus revus. Et comme on est dans les pays africains, il va dans son village, il n'y a même pas d'adresse. Même à Abidjan, on le cherche, on ne va même pas le retrouver. Donc c'est un problème. Donc eux aussi, ils observent le comportement des promoteurs d'entreprise. Mais les quelques-uns qui font du sérieux, ils sont financés. Il y a des Ivoiriens qui ont créé des entreprises, ils ont été soutenus. Maintenant, revenons au niveau de l'État. Tout à l'heure, M. Moussa l'a indiqué, l'État,
c'est pas l'État qui crée les entreprises. L'État accompagne. L'État met en place une stratégie. Très bien. L'État régule. On est d'accord. L'État aussi peut mettre en place des dispositifs de financement, mais ça, il ne peut pas le faire à la place des banques. C'est un minimum. Tout à l'heure, on va parler du rôle de l'État. On va laisser le temps à M. Serge Kwamela, qui est lui banquier, de nous dire pourquoi vous êtes très réticent, vous êtes hésitant même, j'ai envie de dire, à aider de nouvelles idées. Monsieur X, qui n'a pas d'épargne comme vous souhaiterait avoir une entreprise X, il ne peut pas, parce que le banquier est très prudent, lui-même n'a pas envie de prendre des risques. Vous ne courez pas des risques. Mais je vous assure que si nos épargnes sont assez consistantes, nous n'irons pas vers vous. Ok, ben, les différents intervenants, même celui qui est intervenu à la télé, il a donné les éléments de réponse. Non, il a dit plutôt ce que vous dites toujours. Oui, mais ce sont des éléments de réponse. Ouais. Mais pour en arriver, vous vous souvenez sans doute que dans les années 90, dans l'Union et particulièrement en Côte d'Ivoire, le système bancaire a connu beaucoup de casses. Et c'est justement dû à cela. Il fut un temps où toutes les banques qui existaient, surtout en Côte d'Ivoire, accompagnaient les nouveaux entrepreneurs. On a eu le cas des pharmaciens, de médecins, de dentistes, d'architectes. Les banques ont accompagné. Mais il s'est trouvé que le taux de casse a été tellement élevé qu'on a dû procéder à des restructurations. Des banques ont fermé. Or, vous savez, lorsqu'une banque ferme, c'est l'État qui doit se substituer. L'État est prêteur en dernier ressort et doit rembourser. Nos États ne sont pas suffisamment solides pour pallier à ces difficultés. Et c'est dans ce cadre-là que, au niveau de l'Union, des règles ont été édictées pour encadrer l'activité des banques. Et ce sont des règles qui sont universelles pour notre activité. Sinon, notre travail, c'est de prêter de l'argent. La banque ne sait faire que ça, prêter de l'argent. Mais lorsqu'elle prête de l'argent, il faut qu'il y ait un retour, il faut rembourser. Parce que je vous illustre la chose. Monsieur Lassiné a de l'argent, il n'en a pas besoin, il ouvre un compte, il dépose son argent. Il compte venir récupérer cet argent-là dans 1 mois ou dans 2 ans. Monsieur Lucien, qui a besoin d'argent, vient voir la banque, donc la banque lui donne l'argent de monsieur Lassiné. À charge pour Lucien de rembourser à X date. Mais s'il ne rembourse pas et que monsieur Lassiné vient demander son argent, qu'est-ce que la banque fait? Et lorsqu'il ne rembourse pas, comment est-ce que la banque peut remettre cet argent à M. Diomandé qui a besoin de financement? Donc, c'est tous ces éléments qui ont amené les banques à rester prudentes dans la dispensation du crédit. Prudente, non, pas exagérante, mais parce que le système bancaire est un système qui est très, très réglementé. On ne pas aux créateurs d'entreprises. Non, mais écoutez, lorsque de 2008 à 2012, par exemple, lorsqu'on fait le point des crédits qui ont été accordés, il y a eu une évolution de plus de 30%. Mais vous savez, dans le système, au niveau de l'UEMOA, de l'Union, il y a une banque qui a été spécialement créée pour accompagner les nouveaux projets, ceux qui voulaient s'implanter. L'idée était bonne, mais elle n'a pas marché. Parce que tous les entrepreneurs qui ont été financés ont contribué à entraîner des casses, favoriser des casses dans ces banques. Je ne veux pas citer le nom des banques, mais ces banques-là finançaient les nouveaux entrepreneurs. Pour vous dire qu'il y a un sérieux problème. Très bien. Et ce sérieux problème, en principe, quand la banque ne peut pas, qui peut aider les On a demandé aujourd'hui avec le patronat, nous sommes en train en échange pour la création de fonds de garantie. Dans la plupart des pays où le problème s'est posé, il y a des fonds de garantie par secteur d'activité. Et le risque est partagé. Parce que vous savez, je dis toujours, la banque prête de l'argent, mais il faut qu'elle regarde, elle fasse attention
Très bien. La banque et puis l'État de Côte d'Ivoire, aussi puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, selon l'opinion publique, l'administration ivoirienne n'encourage pas à créer, elle n'encourage pas l'initiative privée. Elle est souvent taxée d'administration non productive. Vrai ou faux? Voici quelques réactions recueillies par Francis Boifo. L'État d'abord doit initier les réformes en matière de formation pour que l'étudiant en sortant de l'université il soit apte à monter un projet, à l'exécuter. L'État ne met pas un fonds à la disposition de ceux qui veulent entreprendre. On me parlera des fonds qu'on a initiés, tels que le Fonds national de solidarité. Mais le monsieur, il est diplômé en droit. Il vient, il dit qu'il veut faire l'agriculture. Il monte un projet, on lui dit non, vous n'êtes pas diplômé pour faire l'agriculture. Donc le projet n'est pas bancable. Mais ce n'est pas suffisant pour dire que ce n'est pas bancable. Alors, on n'étudie pas profondément le dossier. Et on dit parce qu'il est diplômé soit en économie, il ne peut pas faire l'agriculture. Mais dans ce cas, formez-le dans l'agriculture. Parce qu'en toute chose, c'est la volonté qui importe. Il faut le former dans l'agriculture. Il sera reconverti, même en entreprise. Lorsqu'on est diplômé informaticien et qu'il y a un besoin au niveau d'un autre poste, on reconvertit l'agent. Donc il faudrait que l'État le fasse. Les jeunes entrepreneurs ont du mal, soit par rapport à l'acquisition d'un document administratif, par rapport à l'acquisition d'un agrément, ou bien par rapport à des modes, des facilités de paiement. Les multinationales et les grandes entreprises qui ont les moyens ont toujours été privilégiées par rapport aux petites entreprises. Or, ce sont les petites entreprises qui créent de l'emploi, qui utilisent, et c'est ça qui résout le problème du chômage. Le manque de financement est une réalité, mais les experts en banque nous disent que nos banques sont des banques de dépôt, ce ne sont pas des banques commerciales. Le point qui gêne aussi, c'est la main occulte de certains hommes politiques. La filière dans laquelle, pour contrôler certaines filières, et ça les désorganise. On laisse donc l'expert qui a la qualification, on veut positionner pour contrôler la filière parce que la filière, il y a beaucoup d'hommes, c'est des millions de personnes qui y vivent. On veut contrôler la filière commercialement, donc on fait du positionnement d'un pion au détriment donc, de l'expert et ça désorganise. Or, des grandes filières comme la filière du cajou, il y a beaucoup d'emplois, d'entrepreneuriat, de points d'entrepreneuriat au niveau de la production. C'est plusieurs problèmes qui ont été soulevés à la fois, le rôle de l'État, la banque toujours, et puis voilà. C'est plusieurs problèmes qui sont des problèmes justes. Moi, je crois que l'administration ne peut pas se dédouaner de son rôle de régulateur. Et quand on veut promouvoir l'entrepreneuriat, il faut jouer le libéralisme jusqu'au bout. Et ça, c'est le rôle de l'administration. Nous avons fait option pour une économie libérale. Or, si vous regardez bien, dans beaucoup de secteurs, on a encore de gros monopoles. On a encore de gros monopoles. Or, saucissonner ces secteurs-là peuvent générer de nouvelles entreprises. Ça, c'est le rôle de l'État de le faire. Quand vous prenez, ne serait-ce que l'eau. Si vous allez en France, dans chaque ville, il y a un exploitant d'eau. Pourquoi faut-il qu'il y ait une seule société? Pour l'électricité, c'est peut-être compliqué parce qu'il y a 2 ou 3 barrages qui produisent. Il faut transporter à gauche et à droite. Mais l'eau, dans chaque ville, l'eau est puisée sur place, traitée dans l'usine et distribuée. Et pourquoi on ne peut pas avoir 4, 5 ou 6 opérateurs comme dans le mobile? Donc c'est à l'État d'ouvrir les secteurs pour générer, pour encourager les gens à aller vers l'entrepreneuriat. L'autre élément, c'est la lourdeur. Cela n'est pas fait suffisamment. Ce n'est pas fait suffisamment, voyez-vous. L'autre élément, c'est la lourdeur dont quelqu'un ou soit vous avez parlé tout à l'heure. Je pense que l'administration n'est pas là pour décourager l'entrepreneur. Voyez-vous. Nous avons certes une fiscalité que d'aucuns ont jugé de fiscalité lourde. Ce n'est pas faux. À divers endroits, on a dit qu'il fallait lever les impôts sur la jeune entreprise, ne serait-ce que pendant quelques années, les premières années, pour lui donner une assise. Mais là, quand vous arrivez dans l'administration, vous êtes pratiquement confronté aux fonctionnaires que vous avez. Voyez-vous, il aurait pu vous accueillir, vous orienter, vous éduquer, vous faire mieux connaître la fiscalité et faire les options les moins lourdes pour vous. Mais les gens sont noyés. Vous croyez que pourquoi les gens restent dans l'informel, comme le disait M. Kouamélan tout à l'heure? Ils ont une peur bleue de la fiscalité. Et ça aussi, c'est le rôle de l'administration. Donc, il y a la régulation,
et puis il y a la gestion des entrepreneurs déjà en place. Et quand ceux-ci ramènent la chanson en ville, l'impôt est trop lourd, les fonctionnaires sont trop durs, l'administration... Ah, mais les autres, ils entendent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent faire la queue à 4 h du matin jusqu'à ce qu'à 6 h, le concours de l'école de police commence. Il n'est même pas sûr d'être admis, mais peut-être que là-bas, il n'aura pas tous les problèmes des entrepreneurs. Voyez-vous? Donc l'État a un rôle à jouer, il faut qu'il le joue parce qu'aujourd'hui, on a un peu le dos au mur, si vous voulez. Monsieur Moussa Diomandé, sur le rôle de l'État. Tout à fait. Moi, je pense que l'État doit donner les grandes orientations. Le rôle de l'État, c'est de dire nous voulons être numéro 1 dans la téléphonie cellulaire. Nous voulons des entreprises capables de donner la riposte, par exemple, par des entreprises chinoises et autres. C'est cela la réalité. Tout ce qu'on dit aujourd'hui, oui. Expliquez-nous le cheminement. L'État donne les grandes orientations. L'État donne nous voulons être, par exemple, le numéro 1. Numéro 1, et à partir de ce moment-là, oui. Il y a tout un mouvement qui se met en place, université, entreprise, la recherche. On va travailler sur, on doit devenir un modèle économique qui va accompagner ce projet jusqu'à l'aboutissement, jusqu'au projet. Ce qui manque à nos pays, ce n'est pas le problème, à mon avis, on ne sait pas faire les affaires ou on sait faire les affaires. Non, c'est donner une vision. L'Amérique donne une vision stratégique à ces entreprises et c'est cette stratégie que les entreprises suivent. Vous pensez que les multinationales qui sont dans la téléphonie ou les multinationales qui sont dans l'électronique travaillent comme ça? Non, il y a une orientation, il faut influencer, il faut offrir au monde de nouveaux produits, de nouveaux services. Donc voilà, ce que nous attendons, nous attendons de l'État de Côte d'Ivoire, c'est de donner des grandes orientations. À partir de ces orientations, tout le monde s'engouffre. Et l'État va jouer son rôle sur la régulation. Vous parlez du long terme, là. Mais il faut, on ne peut pas continuer. De quoi parle-t-on? On ne peut pas, oui, je m'en vais, on ne me reçoit pas. Non, il faut, allons-y plus loin. Le vrai problème, l'entrepreneuriat, c'est que les Ivoiriens ne voient pas loin. Ils voient tout près. Oui, je fais mon entreprise. Non, il faut se projeter, il faut pouvoir défendre des marchés dans les pays limitrophes. Qu'est-ce que nous faisons du marché de l'UEMOA? Qu'est-ce que nous faisons du marché du Maroc? Qu'est-ce que nous faisons du marché, par exemple, de l'Asie? Il faut proposer des produits. Pour cela, comme un de mes collègues l'a dit, il faut former les Ivoiriens. Mais cette formation-là doit être très pratique, doit obéir à une certaine vision. Pour revenir au problème de... c'est la culture business, moi je dis. C'est la culture. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est... Il ne faut pas forcément accuser l'État, les hommes d'affaires. Non, 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 ce n'est pas ça le vrai problème. Non, juste interpeller. Oui, juste interpeller et il faut une stratégie globale. Le président Ouattara a eu le mérite de dire « Nous voulons que la Côte d'Ivoire soit émergente ». Mais tout ce débat doit tourner autour de cela. Être émergent, c'est capable de fabriquer des voitures. Être émergent, c'est capable de fabriquer des ordinateurs. On va... Non. Et puis, attention, nous avons des entrepreneurs. Il y a deux sortes de businessmen que moi j'observe en Côte d'Ivoire. Vous avez d'un côté des gens qui viennent investir, qui viennent, je ne dirais pas investir, moi les mots je les pèse bien, qui viennent pour développer leur business. Ils viennent parce qu'on leur offre des marchés sur un plateau. Donc ils viennent développer ces marchés. Et ça, alors qu'il y a des secteurs qu'on aurait pu développer, vous avez la pharmacie, le secteur pharmaceutique, c'est un facteur qui est sinistré. Donc je pense qu'il faut développer les filières, il faut canaliser, réguler, même ceux qui viennent. Moi, pour moi, c'est simple. Si une entreprise n'a pas besoin de vous, venez pas en Côte d'Ivoire. Si M. Agbia peut le faire, il le fait. Mais nous allons demander à Agbia d'être performant, d'être le numéro 1 dans son secteur. Nous allons l'aider à être numéro 1. Voilà. Et après, il y a d'autres stratégies qui rentreront en compte. Je parlais de stratégies spéculatives. Il va déposer des brevets, il va déposer des licences. C'est ça la réalité. Il ne faut pas qu'on oublie l'enjeu, que la Côte d'Ivoire n'est pas isolée dans le monde. Nous voyons Agamé, Abobo. Non, il fallait plus loin. Donc il faut former une équipe de managers. Cette équipe-là va affronter les réalités, va affronter le marché de l'UEMOA avec des services, avec des produits. Ils vont être certifiés ISO. C'est important. Ils vont pouvoir respecter des normes écologiques, le développement durable. Voilà la réalité, voilà l'enjeu. Donc, voilà. Très bien. C'est ce que vous pensez. Vous pensez que l'État doit donner l'impulsion. Donner une orientation. D'accord. Alors, je vous ai vu écouter tranquillement, certainement pour dire que vous êtes d'accord. Non, non. En fait, si le rôle de l'État
le point sur lequel il a insisté, je suis parfaitement d'accord avec lui. L'État a un rôle d'orientation, de mettre en place une stratégie. Si l'État veut que la Côte d'Ivoire soit un pays pionnier dans le domaine chimique, il donne des orientations et il va aider les entreprises à développer ce secteur. C'est de ça qu'il parle. Je suis parfaitement d'accord. Mais au-delà, il y a autre chose. Le rôle de l'État, c'est la stratégie, mais c'est aussi la fiscalité, c'est aussi des dispositifs pour aider les entrepreneurs. Alors, il y a des dispositifs techniques d'accompagnement. C'est-à-dire, l'État a mis en place des sociétés d'État qui vont aider les promoteurs à préparer leur dossier de création d'entreprise, les aider à monter leur business plan. Il a parlé du modèle économique. Le modèle économique, c'est la représentation simplifiée d'une réalité économique. Et ça, souvent, on ne le fait pas. C'est comment l'entreprise s'organise pour gagner de l'argent et dégager des bénéfices. Souvent, on ne le fait pas. Ensuite, nous avons l'accompagnement. Donc, au niveau de l'accompagnement technique, nous avons des organismes comme, par exemple, le CPC, qui aide les entreprises, qui leur donne des conseils, les aide à créer l'entreprise. Il y a l'INIE, qui les aide à monter leur business plan. Oui, je comprends parfaitement cela, mais vous savez très bien que les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs, ce n'est pas vraiment de ça qu'ils parlent. Ils parlent d'être aidés financièrement et par la banque et par l'État. Il y a beaucoup d'entreprises comme ça qui sont nées étranglées déjà à la naissance. Si vous ne prenez pas toutes les dispositions pour être dans le monde de ce qu'on recherche, on ne peut pas vous donner l'argent. Il faut qu'on s'assure que votre dossier est bien monté. Il faut qu'on s'assure que vous êtes bien formé. Il faut qu'on s'assure que vous êtes capable de bien gérer votre business. Si on n'a pas ces éléments-là, mais on ne peut pas vous donner... Vous pensez que vraiment c'est ce qui manque